Bonjour, nous recevons aujourd'hui pour cette 3e rencontre de la rentrée de la petite enfance organisée par les pros de la petite enfance, en partenariat avec tous les gestionnaires, qu'ils soient publics, privés, lucratifs ou non lucratifs, c'est-à-dire l'ACEP, la FFEC, Accent de Petite Enfance, qui est membre de l'UMIOPS, et avec la participation de l'AMF, l'Association des maires de France. Pauline Domingo, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes la directrice du département enfance, jeunesse, parentalité de la CNAF. Je crois qu'il faut rappeler que la CNAF a été vraiment aux avant-postes durant la pandémie, avant, pendant et après le confinement. C'est son conseil d'administration qui, bien sûr, en accord avec ses autorités de tutelle, qui sont le ministère des Finances et celui des Solidarités et de la Santé, a voté les aides qui ont permis aux EAJE de survivre et de ne pas sombrer complètement. Nos échanges vont s'organiser en 3 temps. D'une part, Pauline Domingo reviendra sur la façon justement dont la CNAF, dès le 17 mars, a prévu d'accompagner les crèches en complément de dispositifs gouvernementaux comme le chômage partiel par exemple. Puis nous reviendrons sur la toute récente actualité puisque début octobre, le conseil d'administration de la CNAF a revoté des aides aux places fermées ou laissées vacantes par des enfants qui seraient cas contact Covid-19. On verra si ces aides évolueront en fonction de l'évolution de la situation. Et puis je vous propose de terminer par un peu de prospective et de voir comment les choses peuvent évoluer. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un nouveau confinement? Est-ce que cette crise qui fragilise les EAJE peut compromettre les objectifs de la COG 2018-2022, 30 000 places de crèche, déjà plutôt en retard. Donc voilà, à l'issue de ces 3 parties, il y aura les questions que nos gestionnaires poseront au nom de leurs adhérents. Donc Annick Bouquet, maire adjointe de Versailles pour l'AMF, l'Association des maires de France. Annick Bouquet est par ailleurs membre du groupe Petite Enfance de l'AMF. Elsa Hervy pour la FFEC, la Fédération française des entreprises de crèche. Philippe Dupuis pour l'ACEP, l'Association des collectifs parents-enfants professionnels. Et Karim Béchara pour Accent de Petite Enfance, qui est donc aussi membre de l'UNIOPS. Alors, Pauline Domingo, quel bilan tirez-vous de votre action auprès des EAJE durant la première vague de la pandémie? Question large. Bien sûr. Alors déjà, je voulais commencer par vous remercier. Je suis assez honorée d'être invitée à ce cycle de conférences et je salue vraiment l'initiative. C'est l'initiative de regrouper, de représenter toute l'hétérogénéité du secteur. Et ça a été aussi un challenge pendant la crise de s'adapter à cette hétérogénéité de statut et de financement, comme on va le voir dans le bilan. Alors, je ne vais pas m'aventurer dans un bilan parce que malheureusement, on n'est pas encore à l'heure du bilan, c'est pas fini. Et donc évidemment, on s'est tous prêtés au jeu du rétex petite enfance. En tout cas, et donc moi, je vous propose plutôt des éléments de rétex qu'on a fait collectivement avec les CAF notamment pour tirer les enseignements et faire mieux dans la période à venir, et pour préparer la suite. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà, si on doit faire un rétex ou un bilan, c'est à l'aune de quels objectifs. Voilà, on s'était fixé dès le début du mois de mars 2 objectifs. Premier objectif, c'était évidemment, on a très vite senti qu'il allait falloir accompagner le secteur à traverser cette crise financièrement. On a des financements de structures à l'activité et on a très vite compris que l'activité allait baisser et que ça n'allait pas pouvoir tenir bien longtemps cette affaire. Donc, premier objectif qui était dans le communiqué de presse de notre présidente du conseil d'administration de la CNAF dès le communiqué de presse du 17 mars, de dire on va aider l'ensemble du secteur à traverser notamment financièrement cette crise. Deuxième objectif, et vous n'en avez pas parlé dans vos mots d'introduction, deuxième objectif, c'était de dire l'urgence, c'est de permettre aux personnes indispensables à la gestion de la crise de pouvoir leur offrir des modes d'accueil s'ils en ont besoin. Et donc ça faisait partie évidemment de notre plan d'action que de faciliter le travail des personnels indispensables à la gestion de la crise.
2 objectifs et une méthode. La méthode, c'est qu'en fait, on ne savait pas grand-chose, on ne savait pas comment ça allait évoluer, et on a vite compris que le seul élément de méthode, ça allait être la réactivité, l'adaptabilité et l'écoute du terrain et les échanges réactifs avec notre conseil d'administration, notre tutelle. Donc voilà à peu près avec quoi on est parti comme feuille de route. Et le plan de bataille, il s'est construit autour de 3 axes. D'abord, un plan de bataille sur le côté financier, c'est-à-dire qu'on a vite vu qu'il allait falloir inventer de nouveaux outils financiers qu'on n'avait pas. Deuxième plan de bataille, c'est qu'est-ce qu'on allait faire pour ces familles. Et donc, je dirais quand même un mot de ce qu'on a fait autour de monenfant.fr et de la gratuité d'accueil en crèche. Et troisième axe de notre plan de bataille, c'était évidemment l'accompagnement alors nous, évidemment, pas en direct des directrices de crèche, mais de nos intermédiaires, les têtes de réseau national et le réseau des CAF sur le terrain. Donc, sur le premier axe, sur l'accompagnement financier, en fait, on a commencé à y travailler dès le début du mois de mars, quand les premiers clusters sont apparus dans l'Oise, dans le Bas-Rhin. Et donc, on a commencé tout de suite à réfléchir et à faire des propositions à la tutelle. Et donc, on a travaillé sur l'idée d'un financement de compensation, de remplacement financier et d'une aide forfaitaire à la place, là où aujourd'hui, le système de la PSU est plutôt un système de financement à l'activité. Donc, ce qui nous a permis, puisque pour avoir une décision en conseil d'administration le 17 mars, évidemment, ça veut dire qu'il y a eu pas mal de travaux dans les 15 jours qui ont précédé, et de pouvoir être en capacité de proposer un cadre pour ces aides exceptionnelles, donc aux places fermées pendant le confinement, aux places suspendues d'accueil, pour quasiment la majorité du secteur des crèches. Et le 17 mars, c'était des aides exceptionnelles pour les crèches PSU, avec un montant forfaitaire qui a fait couler un peu d'encre, puisqu'il était, c'est un montant forfaitaire qui venait s'adapter aux aides de droit commun liées au chômage partiel. Donc, le fameux 27 € pour ceux qui étaient le secteur de droit public et 17 € pour le secteur de droit privé. Et puis ensuite, les décisions, elles se sont enchaînées, à la fois pour s'adapter à l'évolution épidémique et puis pour accompagner l'ensemble du secteur, puisque si on avait couvert une grande partie le 17 mars, il restait quelques petits bouts. Voilà. Donc, 1er avril... on prend 15 jours après, c'est quand même relativement rapide, in fine. On prend une deuxième décision d'ouvrir l'aide exceptionnelle à tous les services qui ne font pas l'objet d'une suspension d'accueil, et tout particulièrement les micro-crèches-pages qui ont un effectif de 10 et qui ne faisaient pas l'objet de suspension d'accueil. Donc c'est une décision inédite, puisqu'en fait la réglementation ne nous autorisait pas à verser des aides via notre Fonds national d'action sociale en faveur des micro-crèches pages, puisqu'elles sont financées indirectement via un autre fonds qui est le fonds des prestations légales. Et donc, il a fallu accompagner cette décision de décret nous autorisant à financer les micro-crèches pages avec avec 2 fonds finalement différents. Donc voilà une décision inédite qui n'est pas sans répercussion dans le travail sur le terrain entre les CAF et le secteur des micro-crèches pages. Le 7 avril, on a pris une nouvelle décision. Alors, on n'est pas dans l'accueil collectif, mais quand même un petit peu. Le soutien aux MAM, qui sont certes du ressort de l'accueil individuel, mais on est quand même dans un cadre d'accueil collectif des enfants. Et puis dès la fin du mois d'avril, on a senti que l'évolution épidémique que chacun suivait à la radio, suspendue chaque jour, était en train de... on avait des perspectives d'amélioration, et on a vite compris que les crèches, compte tenu des consignes sanitaires, allaient être en difficulté pour rouvrir dans de bonnes conditions, et qu'elles avaient sans doute besoin d'un coup de pouce, et que stratégiquement, nous, ce qu'on souhaitait, c'était...
donner un signal fort d'accompagnement à l'ouverture des places et également donner le signal que, voilà, en tout cas, il fallait aussi penser la manière dont allait mettre un terme au fil du temps aux places fermées. Donc ça a été un petit peu long à travailler puisque même si on a commencé à y travailler dès la fin du mois d'avril, finalement la décision elle n'arrive que le 3 juin. Et le 3 juin, ce qu'on propose, c'est une nouvelle aide qui est de dire, pour prendre aussi le relais quelque part des aides aux places fermées ou non pourvues, on va donner un coup de pouce à l'ouverture. Et donc, on a eu une aide exceptionnelle de 10 € par jour et par place entre le 11 mai et le 3 juillet pour accompagner le secteur dans la trajectoire de réouverture. Donc voilà un peu le panorama. Donc derrière, ça veut dire 3 circulaires, ça veut dire un certain nombre d'éléments d'accompagnement. Juste une petite précision pour rester sur le volant financier que vous venez de décrire. Il semblerait quand même que, une fois qu'elles ont été décidées, il y a un peu de retard dans le versement et que du coup, il y a un petit peu de difficultés dans pas mal de structures. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, pourquoi on peut... Voilà. Alors, c'est effectivement, c'était le 3e point de mon plan de bataille, mais je vais le détailler tout de suite, puis on reviendra sur le sujet de l'accueil des personnels indispensables. Ça me paraît justement indispensable dans le rétexte. Donc effectivement, dans le plan de bataille, il y avait la question de comment on accompagnait le secteur, donc comment on accompagnait les CAF à être réactifs dans la réponse qu'elles apportaient aux crèches, comment on accompagnait nos têtes de réseau. Donc, comme je le disais avant de commencer, c'est 15 réunions du comité national partenarial petite enfance, entre le mois de mars et aujourd'hui. On a mis en place une sorte de blog ou de plateforme pour notre réseau des CAF, dans lequel à peu près une communauté de 2500 collaborateurs du réseau ont suivi, ont permis de poser leurs questions, on a pu leur répondre. Et puis, dans l'accompagnement, il y a l'accompagnement à la production. Et donc ça, effectivement, peut-être on le soupçonne moins. Donc ces nouvelles aides, donc effectivement, on a pris le risque de créer des nouvelles aides, dans un temps record. Mais derrière, ça veut dire 20 000 nouvelles demandes à traiter en CAF, donc 20 000 dossiers de demande d'aide à traiter en CAF. Donc on avait en termes de production, alors qu'est-ce qu'on s'est dit ? Déjà, il faut que les gestionnaires de crèches puissent demander l'aide. Donc on va peut-être pas faire des demandes par mail, par écrit, on va pas envoyer un questionnaire papier. Donc on a mis en place un questionnaire de demande d'aide dans lequel on a demandé assez peu de pièces justificatives, mais quand même un peu de complexité pour calculer. Je pense qu'on ne va pas se le cacher. Un peu de complexité, mais quand même plutôt, qui permettait de vraiment prendre en compte la réalité de la baisse d'activité. Donc ça, c'est pour le volet demande. Une fois que les 20 000 demandes sont arrivées dans les bannettes des CAF, il faut les liquider. Donc là, on a aussi plusieurs manières de faire. Parfois, d'ailleurs, quand on a des aides sur des petits périmètres, on dit au CAF, ça va être quelques demandes, vous allez les traiter en manuel. Là, 20 000 demandes. Nous, on avait un réseau des CAF, tout le monde à distance, beaucoup de personnel malade parce qu'on travaille beaucoup sur des plateformes, en open space, etc. Donc, une capacité de production réduite. Donc, il n'était pas question de dire au CAF qu'on allait traiter ça en manuel. Donc, on a fabriqué des sortes de petits robots que nous, on appelle des assistants digitaux pour traiter automatiquement les demandes d'aide. Alors, on avait besoin de plusieurs robots et notamment, on avait besoin d'assistants digitaux spéciaux pour les crèches qu'on ne connaissait pas. Donc, les structures qu'on ne connaissait pas, donc notamment les MAM
et les micro-crèches-pages, que les CAF n'avaient aucune donnée sur ces structures, quasiment aucune, et à commencer par leur RIB. Évidemment, les CAF ont les RIB de toutes les crèches qu'elles financent via la PSU, mais pas les autres. Donc il a fallu construire plusieurs outils, développer plusieurs outils informatiques pour traiter automatiquement les RIB et les liquidations. Et puis, il y avait une exigence également dans la production. Le conseil d'administration a été très exigeant sur ce point. OK, on ne demandait pas de pièces justificatives, mais merci de faire un travail d'instruction des dossiers d'aussi grande qualité que ce que vous faites sur la PSU. Et donc, merci de mettre en place des plans de contrôle de cohérence, des plans de vérification pour vérifier la recevabilité des demandes, même si on demandait finalement assez peu de choses dans ces questionnaires. Donc les CAF, elles ont mis en place toutes les procédures de contrôle. Les petits robots dont je parlais, les assistants digitaux, ils ont été livrés avec un peu de retard parce que fabriqués pendant l'été et donc livrés mi-septembre, début octobre. Et aujourd'hui, les CAF sont vraiment en pleine montée en charge des paiements. Je pense que, par exemple, les Hauts-de-Seine ont complètement payé les aides exceptionnelles. Voilà, donc plutôt, on est en pleine phase de montée en charge. Nous, on regarde. Moi, je pourrais y voir clair fin octobre, quand on verra les balances comptables, on pourra voir combien a été payé. Mais moi, je voudrais dire deux choses là-dessus. En fait, comme on savait qu'on allait avoir un peu de retard dans le paiement, parce que c'était difficile de faire les questionnaires, de construire ces outils pour la liquidation automatique, la consigne qui a été donnée aux CAF, c'est de mettre tous leurs efforts sur le versement de la prestation de service unique, à la fois pour verser les acomptes et pour verser le réel. Et les résultats ont été très bons, puisque à fin juillet, on avait un niveau de liquidation de la PSU qui était de meilleure qualité que l'année dernière à la même époque, à peu près de 6 points supérieurs. Donc ça a été un point fort pour traverser la crise, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les aides exceptionnelles, il y avait aussi le droit commun. Et donc, faute de pouvoir traiter les aides exceptionnelles, on a demandé au CAF de mettre tout l'effort sur le traitement de la PSU, et ça a plutôt marché. Et puis, par ailleurs, on a toujours dit dès le départ que dans le cas de difficultés financières avérées, des difficultés de trésorerie avérées, il était toujours possible de contacter sa CAF et à la demande du gestionnaire, voir avec la CAF comment on pouvait anticiper le paiement des aides. Il y a eu beaucoup de demandes d'anticipation. Alors, il y a eu 41 CAF qui, en tout cas, ce qui nous est remonté, 41 CAF ont versé des aides dans le cadre de ces demandes pour un montant d'à peu près 12 millions d'euros à fin septembre. Mais au total, les aides dont je viens de vous parler, c'est 674 millions d'euros pour l'ensemble du secteur, dont 4 millions pour les MAM. Voilà, donc l'ensemble des aides exceptionnelles, que ce soit les aides aux places fermées, aux places non pourvues et les aides à l'ouverture, au total, c'est 674 millions qui sont donc en cours de paiement. Là, je pense que d'ici fin octobre, début novembre, on aura largement avancé dans le paiement des aides. Merci. 5 minutes juste sur votre deuxième point, parce que sinon on va pas être dans le temps. Je trouve qu'on l'oublie un petit peu, mais ça faisait vraiment partie de nos objectifs quand on s'est mobilisé au mois de mars et qu'on a commencé à y réfléchir. C'est-à-dire que le 17 mars, on fait voter ces aides exceptionnelles, mais le 18 mars, on met en place dans monenfant.fr un service pour recueillir les besoins des personnels prioritaires à la gestion de la crise. C'est un service qu'on a mis en place au service des préfets. Donc les préfets avaient la responsabilité de mettre en place le service d'accueil d'urgence. Et donc on a fait cette offre de service de proposer un recueil des besoins des parents. Dans à peu près la moitié des départements, le préfet a délégué à la CAF la gestion de ces demandes. Donc, recueil des demandes vers le 18 mars sur Mon Enfant. Et la semaine suivante, on a fait également le recueil des places disponibles. Et donc, à la fois en crèche, mais chez une assistante maternelle. Et ça a permis
de mettre en relation des demandes de parents, des parents qui n'avaient trouvé aucune solution, ni dans la sphère familiale, ni dans leur entourage proche, et mettre en relation avec des places disponibles. En gros, pendant la crise, c'est à peu près 12 000 enfants qui ont été accueillis chaque semaine pendant le confinement dans des structures d'accueil. Et le deuxième axe sur ce point, c'est qu'on a proposé la gratuité. Donc on a proposé que l'accueil pour les personnels prioritaires soit gratuit et sans conséquences financières pour les gestionnaires, puisque la PSU venait couvrir à 100% les participations familiales en fait non versées par ces familles. Donc pour nous, c'était aussi un axe important de la stratégie pendant la crise. Merci. Alors sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Elsa Hervy pour la FFEC. La CNAF et de ses services, que aussi des CAF. On n'oublie pas que derrière les décisions du conseil d'administration de la CNAF, il y a eu les FAQ, les modes d'emploi, les lettres circulaires, les réponses aux mails, les 16 réunions du comité partenarial. Et on sait, et en tout cas, je voulais prendre le temps de saluer la toute petite dizaine de personnes de ton équipe, même pas. Si on rajoute en plus les gens des autres services qui se sont épuisés derrière leurs écrans et leurs téléphones pour nous aider, et c'était précieux de vous avoir. Voilà. Alors sur le fond, on n'a pas tout le temps été contents, on l'a dit, on l'a dit parfois fort. Et nous, le bilan qu'on tire, mais on l'a redit, et, c'est une vérité, c'est que les 17 €, ils ont été salutaires, mais ils ne sont pas suffisants. Et oui, à la fin de l'année, on va afficher tous des pertes qui ne sont pas compensées, et donc qu'il faudra bien absorber d'une certaine manière. Et je suppose qu'après, tu vas nous parler de la relance, des dernières récentes décisions. Il y a juste un point sur les personnels prioritaires, les entreprises de crèche, et je pense qu'aucun des gestionnaires ici regrette de les avoir accueillis. Mais c'est faux de dire qu'on les a accueillis et que la gratuité des familles était compensée. On les a accueillis avec des surcoûts importants qui étaient nécessaires à un moment où, non plus, nos professionnels l'ont fait avec courage et sans se poser de questions. Et elles ont été nombreuses à être volontaires pour venir les accueillir. Mais c'était quand même l'époque où on nous disait qu'il ne fallait pas mettre de masque parce qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait quand même en mettre et on ne savait pas trop quoi faire. Et à la fin, c'est quand même des accueils qui ont été très particuliers. Alors nous, on est ravis et sereins et fiers d'y avoir participé, sans aucune hésitation, et on ne le regrette pas à aucun moment, mais ne disons pas que c'était sans frais pour les gestionnaires. Annick Bouquet pour l'AMF. Oui, alors moi, je vais aussi remercier la CNAF, tout à fait, pour son écoute, pour sa rapidité, son adaptabilité, et c'était dans une période très complexe. Et quand j'apprends aujourd'hui que c'est une petite équipe, un immense bravo et un immense merci, parce que c'est vrai que c'était pas simple pour nous, mais c'était encore certainement pas simple pour vous, et on a fortement apprécié votre aide. Maintenant, je compléterai, je dirais la même chose. C'est vrai que ces aides sont essentielles, mais hélas ne sont pas suffisantes. Je dis tout le temps que les communes et les intercommunalités représentent 70% quand même des places en crèche des établissements, et qu'on commence à être en grande difficulté, qu'on va essayer de se battre pour maintenir cette offre. Mais je donne juste un exemple, mais qui est assez révélateur. La ville de Metz a évalué ce coût à 3 millions d'euros, et l'aide ne lui en apporte qu'1,5 million. Mais c'est valable pour d'autres villes. Je vous donne cet exemple-là, mais c'est valable. Donc ça va devenir compliqué de maintenir cette offre. Et peut-être il y aura une réflexion aussi sur cette PSU, parce que je dirais même qu'on sentait déjà avant ce Covid qu'il y avait une modification du comportement des parents, qu'ils avaient du mal à répondre au contrat, on va dire. Mais là, avec cette crise, nous sentons vraiment un changement, je dirais même une transformation, puisque c'est sûr, il y a le chômage partiel, il y a le télétravail, il y a aussi les cas contacts. Et là, on a vraiment énormément de mal
à répondre à cette PSU et ça va devenir extrêmement, extrêmement compliqué. Mais c'est vrai que je tiens vraiment encore à remercier de l'aide de la CNAF et même des CAF locales qui ont été fabuleuses. Et c'est vrai, j'appuierai aussi que nous aussi, on a ouvert des crèches à Versailles et je remercie fortement le personnel qui a été là. Ce qu'on oublie, qu'en plus, à la même époque, non seulement on ne savait pas s'il y avait mettre des masques ou pas de masques, mais en plus, on disait que les enfants étaient des dangers. Et je me souviens que j'ai été submergée d'appels téléphoniques d'assistantes maternelles aussi, qui étaient en panique. Et on peut comprendre. Mais voilà, donc ça aussi, de dire vraiment un grand merci au personnel qui a été présent aussi. Merci. Karim Bechara, pour Accent Petite Enfance. Oui, je pense que de la même manière, et comme l'ont dit mes deux collègues, c'est un immense merci qu'on veut passer à la CNAF et à l'ensemble des CAF. Bien entendu, le soutien a été absolument essentiel et la réactivité dont vous avez fait preuve a été plus qu'appréciable parce que c'est évident que réagir aussi vite était presque pas attendu. Donc c'était vraiment très exceptionnel et on en est tous très reconnaissant. Moi, je voudrais me positionner surtout dans une logique de perspective, notamment sur l'impact de la situation. Non, mais point. Je sais, mais pas de ce point de vue-là, sur l'impact de la crise et des baisses de fréquentation et d'un certain nombre de modifications en lien avec les modalités de financement actuelles que vous évoquiez à l'instant. Je pense que tout ce qui est lié au mode de calcul PSU, au bonus mixité, etc., va avoir une incidence extrêmement importante. Nous, on a déjà des gestionnaires qui commencent à faire des calculs et qui se rendent compte que le calcul du bonus mixité, par exemple, du fait d'avoir accueilli des personnels prioritaires, va faire grimper en flèche leur taux horaire moyen et donc du coup va avoir une incidence sur cet aspect-là, ce qui n'est pas forcément un aspect immédiatement attendu au départ quand on fait les calculs, mais il va y avoir un certain nombre d'actions d'impact en tout cas à ce niveau-là. Donc on avait une question à ce niveau-là, savoir si c'est pris en compte, que ce soit par rapport au taux de facturation, les fameux 107, 117, et par rapport également à certains calculs, notamment le bonus mixité, qui vont être impactés de façon un peu en cascade sur l'année 2020. Et puis dire également que finalement l'impact financier il va se trouver dans les comptes 2020, mais en termes d'impact de trésorerie, l'impact va venir vraiment frapper de plein fouet les gestionnaires en 2021 en réalité lors du versement du solde et je pense qu'il y a une réflexion à avoir à ce sujet parce que il y a des gestionnaires qui aujourd'hui tiennent le coup, qui sont encore en termes de position de trésorerie assez correctes parce qu'il y a eu effectivement un énorme travail des CAF pour verser les acomptes et les soldes PSU, pour verser les soldes de projets publics et territoires, etc. dans les temps. Mais je pense que vous l'avez déjà en tête, mais entre mars et septembre de l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir des vrais gros impacts financiers sur les gestionnaires et notamment sur les gestionnaires à gestion, à but non lucratif, mais je pense que ça va être pareil au niveau de la FEC. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc voilà, c'était moi mon point de vue, c'est vraiment de réfléchir à comment les choses vont s'impacter demain. Alors, peut-être on peut garder les réponses à ces questions pour la troisième partie ou vous préférez répondre maintenant ? Je vais donner les éléments de réponse. Donc, le fait que ce soit pas suffisant, je pense qu'on en a tous conscience. Quand les aides elles ont été créées, on a pris des montants qui correspondent à des moyennes. Donc, par définition, les structures qui avaient un nombre d'heures par place très supérieur à la moyenne, les montants qui ont été versés et l'aide forfaitaire, elle est un peu insuffisante. À l'inverse, tous les gestionnaires qui avaient un nombre d'heures par place inférieur à la moyenne sont un peu plus gagnants. Voilà, donc de toute façon, c'était le jeu de cette aide, c'est que on a pu la fabriquer vite, mais on n'a pas fait dans la dentelle, c'est-à-dire on est allé sur du forfaitaire et sur du moyen. Voilà. Donc après, il va falloir effectivement ajuster. Alors dans la stratégie, et je le redis, on a aussi
des moyens d'action pour faire du sur-mesure. Donc, les CAF ont des fonds, notamment le Fonds public et territoire, dans le cadre de la démarche IDA, qui était une démarche pour accompagner les gestionnaires en difficulté, qui a été mis en place quelques mois après la signature de la COG, donc la démarche informer, détecter, accompagner. Donc qui permet au CAF d'avoir de regarder un diagnostic un peu privilégié, personnalisé avec le gestionnaire pour pouvoir l'aider. Donc ce levier, nous on demande au CAF évidemment de l'actionner plus que jamais pour accompagner les structures en sortie de crise. Donc ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça peut venir en appui sur certaines structures. Moi je vous remercie des mots chaleureux, notamment pour le réseau des CAF, parce que nous, effectivement, on est une très petite équipe, je pense moins de 10 en fait, pour de vrai. On est vraiment, il n'y a vraiment que 3 personnes sur le métier, c'est-à-dire les aides, PSU, enfin, ce que vous avez on a forcément une personne qui a fait le questionnaire dans Sphinx, une personne, des personnes à la direction informatique qui ont fait les assistants digitaux. Donc voilà, il y a une équipe un peu plus large, mais au fond, sur les questions vraiment purement métier, on n'est que 2 ou 3. Donc voilà, merci vraiment aussi pour le retour des CAF. Et alors, nous, on a fait un rétexte avec les CAF et nous, on a été agréablement surpris de voir à quel point les CAF avaient modifié leur modalité de contact avec les gestionnaires. Alors, c'est sans doute pas vrai dans tout le réseau, mais beaucoup ont mis en place des lignes téléphoniques dédiées, ont fait des appels sortants systématiques, ont mis en place des lettres partenaires, des boucles WhatsApp. Enfin, j'ai vu un trésor de créativité pour maintenir le lien, être réactif. Et voilà, donc je suis contente que vous ayez le même retour que nous, ce qu'on a pu voir dans le rétexte avec le réseau des CAF. Donc sur les questions de trésorerie, donc c'est un petit point technique, je veux bien le prendre maintenant. Donc oui, on voit ces problèmes se profiler. Donc on les regarde à tête froide, chacun. Sur le sujet des problèmes de trésorerie, donc ce que vous indiquez, c'est le risque d'avoir finalement des indus au moment du réel 2021. Donc alors. On n'a pas encore pris de décision, mais on y réfléchit. Le sujet, il est sur la table chez nous. Mais je vais quand même vous donner un petit élément pour réfléchir. Nous, des indus, avec nos allocataires, on en fait souvent. Parce que des fois les allocataires ils se trompent, donc on a l'habitude de gérer des indus, et ce qu'on fait avec les allocataires en général, c'est qu'on échelonne les remboursements, et donc on travaille sur ce type de piste. Voilà, je peux pas en dire plus, mais voilà, ça peut être des échelonnements relativement longs. Voilà, mais en tout cas, je crois que, ce dont il faut avoir confiance, c'est qu'effectivement, on n'est pas toujours d'accord, mais on a un intérêt commun à maintenir une offre d'accueil. Enfin, voilà, et donc on est plutôt là dans le cadre de notre capacité financière et des outils qu'on a, plutôt pour vous aider et trouver des solutions à pérenniser le secteur. Enfin, je veux dire, je peux pas dire autre chose que ça. Voilà, et puis on reviendra sur la dernière partie. Les questions de bonus, etc. Peut-être on peut y revenir dans la dernière partie. Mais on va peut-être passer à la deuxième rapidement sur ce qui a été décidé au début octobre par le conseil d'administration de la CNAF. Donc, poursuite des aides aux places fermées. Heureusement, il y en a de moins en moins. Enfin, il y en avait de moins en moins puisque quand même les consignes sanitaires ont été assouplies, et notamment la définition des cas contacts est quand même plus précise et permet d'éviter des fermetures. Mais il y a quand même des places effectivement non pourvues quand des enfants sont considérés comme cas contact. Vous pouvez nous en dire plus et surtout nous dire que depuis le 13 octobre, il y a l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que vous avez prévu d'autres dispositifs complémentaires pour accompagner ce nouvel état d'urgence ? Voilà, donc c'est vrai qu'on est un peu dans une deuxième phase, même pour vous, les gestionnaires, puisqu'on a le questionnaire permettant de demander les aides de la précédente période va se fermer le 31 octobre. Et donc, on ouvre une seconde phase pour la période allant du 1er août à la fin de l'année. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a, notre analyse, c'est de dire qu'on a des places non pourvues ou fermées parce que les gestionnaires doivent contribuer à rompre les chaînes de contamination.
Donc, quand vous avez un enfant cas contact, vous pouvez, même s'il est asymptomatique, vous ne pouvez pas vous permettre de l'accueillir dans votre crèche. Vous devez ne pas l'accueillir. C'est une obligation puisque ça fait partie du protocole pour rompre les chaînes de contamination. Donc, on a un certain nombre de baisses d'activité qui sont liées au fait qu'il faut rompre les chaînes de contamination. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'évidemment, ces situations-là, on devait les accompagner avec des aides exceptionnelles. Maintenant, alors, c'est pas complètement documenté, mais moi je remercie énormément les partenaires qui sont là et le comité partenarial national Petite Enfance qui nous fait des remontées régulières de leur réseau pour documenter la baisse du nombre d'inscrits, la baisse de fréquentation, et donc on commence à avoir des chiffres, et puis on va nous construire des chiffres nationaux parce qu'on a des questionnaires nationaux qui nous permettent effectivement de documenter précisément les choses, mais effectivement on observe des baisses de comportement des parents, baisse de l'amplitude de fréquentation des structures, baisse du nombre d'inscrits. Et face à cette situation, ce qu'on a décidé, c'est que les aides exceptionnelles n'allaient pas servir à compenser la baisse du nombre d'inscrits, par exemple. Il va falloir sans doute qu'on trouve des solutions, qu'on réfléchisse à des choses, mais ça ne peut pas être le système de l'aide exceptionnelle fabriqué pour venir compenser vraiment les raisons Covid, quoi. Voilà. Donc je sais pas, voilà un peu l'état d'esprit des aides. Donc comment ça se traduit? Donc les enfants cas contact qui ne peuvent pas fréquenter la crèche, on ne les facture pas et on a des aides exceptionnelles qui permettent de compenser. Donc chaque jour d'absence d'un enfant cas contact est compensé avec les mêmes forfaits qu'on utilise depuis le départ. Chaque fermeture d'établissement à la demande des autorités sanitaires, du préfet, et il y a beaucoup de difficultés à obtenir les justificatifs, font l'objet d'aides exceptionnelles. Et puis, donc ça, c'est vraiment les fermetures totales d'établissements. Et puis, il y a le sujet des fermetures partielles d'établissements, qu'on avait, donc notamment les fermetures d'unités d'accueil, qu'on souhaite compenser. Et donc, il a fallu se donner quelques règles. Et donc, ce qu'on dit, c'est que les fermetures d'unités d'accueil en raison du Covid, parce que vous n'avez pas suffisamment de personnel, parce que le personnel est malade du Covid, cas contact, font également l'objet d'aides exceptionnelles, tout comme les fermetures d'unités d'accueil à la demande de l'ARS ou de la préfecture. Donc voilà, aujourd'hui, les outils qu'on va utiliser jusqu'à la fin du mois de décembre et qui seront toujours adaptables en fonction de l'évolution sanitaire. Moi, ce que je voulais dire, c'est on a souhaité garder les mêmes montants forfaitaires, les mêmes types de questionnaires, et on va utiliser les mêmes outils de production que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, ils ont pu être critiqués, ils ont des imperfections, mais maintenant, c'est ce qu'on connaît. Et donc, on a souhaité, dans la stratégie, de poursuivre avec ces mêmes outils financiers, ces mêmes outils de production. Donc, les aides devraient être versées plus rapidement, probablement, que les précédentes. Alors, plus rapidement, on va ouvrir un questionnaire. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore ouvert, il y a un peu de retard. Il a fallu finir de caler tous les cas où on allait ouvrir les aides exceptionnelles. On versera sans doute en fin de période. On n'a pas encore complètement fin de période, ça veut calé. dire décembre, du coup. Voilà, je pense décembre, janvier, on verra un peu. On n'a pas encore tout calé de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, les fermeture totale d'établissement, absence d'enfants cas contact et fermeture d'unités d'accueil, à la fois à la demande des autorités sanitaires ou en raison du Covid pour personnel absent, sont pris en charge par des aides exceptionnelles, avec des manières de les calculer qui sont évidemment plus simples, parce que durant toute la période précédente, y compris quand il y avait des heures non pourvues, on les compensait avec des aides exceptionnelles. Là, on est sur de la compensation vraiment à la place fermée ou au jour d'absence de l'enfant. Donc le comptage est beaucoup plus facile. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Oui, Karim Béchara pour Accent Petite Enfance. Alors, moi, j'ai 2 questions et j'ai envie qu'on se lance un challenge. La première question, c'est concernant les fermetures d'établissements qui ont lieu faute de personnel, non pas du fait d'une fermeture administrative, mais faute de personnel. Est-ce que, du coup, ils entrent en compte dans les calculs ou pas ? Ça, c'est une question. Une remarque, c'est que en complément des difficultés que vous avez évoquées en termes de fréquentation, du baisse de nombre d'inscrits, etc., il y a également un phénomène qui se produit, qui est la baisse du nombre de places réservées par les employeurs. Et ça va avoir un impact non neutre sur les financements d'un certain nombre de structures. Après, et en dernier lieu, j'aimerais qu'on se lance un challenge collectif auquel il faudrait que la CNAF, ou en tout cas les autorités s'associent. C'est le fait qu'on ait tous conscience que les professionnels de terrain ont beaucoup donné, continuent de beaucoup donner au sein des établissements. Et je pense qu'il serait intelligent de réfléchir à ce qu'il y ait une prime exceptionnelle qui leur soit versée et que cette prime exceptionnelle, elle soit financée par les CAF. En lien parce que mine de rien, si les établissements sont ouverts aujourd'hui, sont restés ouverts, il y a un vrai enjeu de la part des professionnels. Elles sont venues travailler, parfois effectivement dans un contexte où c'était risqué. En tout cas, on pouvait le penser pour elles et pour eux, parce qu'il y a aussi des hommes dans les structures. Et je pense que ça aurait du sens. Qu'aujourd'hui, quand on parle du CARE, on parle des salariés petite enfance, on parle des salariés qui sont auprès, qui sont indispensables au fonctionnement de la nation. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir ensemble pour que tous les salariés du secteur de la petite enfance bénéficient d'une prime, que cette prime ne soit pas supportée à 100% par les employeurs, parce que forcément, compte tenu du contexte, c'est complexe. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, et je pense que finalement, il faut fixer des montants, il faut fixer des choses, mais c'est pas énorme en termes de budget. Par contre, pour elles et pour eux, en termes de reconnaissance, ça vaudra beaucoup plus que certains discours. Est-ce que c'est à la CAF de prendre ça en charge, Pauline Domingo ? Je ne vais pas du tout me prononcer sur cette proposition. Elle peut être instruite, elle peut être remontée. Voilà, mais Par contre, sur le premier point de la question, peut-être, est-ce que ça concerne les établissements fermés faute de personnel ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je voudrais préciser qu'il va y avoir une circulaire qui va détailler l'ensemble des cas. Ce qui est sûr, c'est que dans les fermetures, en tout cas partielles, à l'initiative du gestionnaire, parce que les personnels absents sont malades du Covid ou cas contact, on prendra en charge. Et donc, je vous laisserai découvrir la circulaire pour qu'on ait l'ensemble des faits générateurs de l'aide exceptionnelle. D'autres questions ? Alors Oui. moi, j'allais justement... Attendez, comme après c'est en podcast, je suis obligée de dire qui parle. Donc c'est Annick Bouquet de l'AMF. Oui, alors moi, j'allais poser la même question, puisque nous, en fait, j'ai dû fermer une crèche. J'avais déjà fermé quelques sections. Et chaque fois, en fait, c'était pas dû à l'enfant, mais c'était dû au personnel. Et là, j'avais trop de cas Covid dans mon établissement, donc j'ai pris moi-même et j'ai pas vraiment eu de réponse de l'ARS, et j'ai fait le choix à la fois pour protéger mon personnel de fermer cette crèche parce qu'il y avait une trop de rapidité de propagation. Donc là, vous avez répondu, j'espère, dans la prochaine circulaire à la question. Et juste vous alerter au niveau des communes et des intercommunalités, non seulement on a nos propres établissements, mais on soutient financièrement les crèches associatives, tout ce qui est acteurs à but non lucratif, et à la fois le secteur privé, par les achats de berceaux, donc ça leur permet d'avoir un équilibre financier. Et donc si en plus ils ont une baisse d'employeurs, c'est ce que j'ai cru entendre, ça va mettre tout ce monde en difficulté, et nous, villes, on va pas pouvoir non plus continuer à assumer, supporter tout ça. Donc je préférais mettre en garde un peu de ce jeu de cascade, on va dire. Non, je pense qu'on en a conscience collectivement. Voilà, en tout cas, les sujets, ils sont sur la table. J'étais pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, je travaillais avec la Croix-Rouge qui me disait crèche de personnel de la Croix-Rouge, donc d'un organisme de sécurité sociale, la CNAV, 30 berceaux qui étaient utilisés par des personnels de la CNAV. Ces personnels sont en télétravail, il y a 30 berceaux sont vides. Donc voilà, le sujet, il est sur la table. Moi, ce que je dis juste, c'est que il ne nous semble pas que l'outil des aides exceptionnelles Covid soit à ce stade la bonne réponse. Voilà. Mais la réponse, je ne l'ai pas.
En tout cas, on y réfléchit, mais j'ai pas d'annonce à faire cet après-midi. Pour la FFEC. Juste, Pauline, pour que ce soit bien clair, la démarche IDA pour les crèches en difficulté, aujourd'hui, elle ne reste ouverte qu'aux crèches PSU et elle est fermée aux micro-crèches PAGE, à ma connaissance. Sur les aides, depuis la rentrée, et les choix politiques qui ont été faits, c'est effectivement que des aides d'urgence. Alors, sur cette spécificité aide d'urgence, on vous le remonte et on sait que vous nous écoutez. On attend avec impatience le détail de la lettre circulaire. Notre véritable problème, c'est les pièces justificatives. C'est qu'aujourd'hui, gérer une pandémie, c'est accompagner des familles, accompagner des professionnels. Mais quand on se retrouve à demander à nos directrices et nos directeurs de crèche d'aller courir derrière le service de la préfecture ou de l'ARS pour avoir un pauvre mail et ne pas savoir si ce sera la pièce justificative suffisante, quand on nous demande de demander aux parents des papiers disant que leur enfant est bien qu'à contact et qu'on ne sait même pas trop à quoi ça ressemble et que le papier, il n'existait même pas au mois de septembre, on a toutes ces difficultés. En fait, on se retrouve sur un problème bêtement de papier, mais nos équipes, elles sont en train de s'épuiser là-dessus parce que nos équipes, elles savent que de ces papiers-là dépend d'une certaine manière la survie de leur emploi et de l'entreprise sur du long terme. Et en matière de survie, parce que on le sait tous, ceux qui sont du privé, quand ce qui tue une entreprise associative ou marchande, c'est l'absence de trésorerie. Et donc sur les aides exceptionnelles, sur l'acompte PSU, nous on est inquiets à l'idée qu'il va y avoir un versement de cette deuxième phase décembre-janvier. En fait, il n'y a jamais de paiement décembre-janvier parce que dans la structure administrative des CAF, et c'est normal, c'est ce moment où vous arrêtez tous les paiements pour tout compter, pour justement rendre des comptes à la Cour des comptes. Mais du coup, dans cette période-là, sauf urgence absolue, il n'y a rien. Donc on va rentrer dans 2 mois de trou et il faut qu'on prévoie comment est-ce qu'on va vivre pendant ce trou-là. Je peux que rejoindre la demande des crèches associatives de ce serait bien qu'on ait de l'argent et du financement pour pouvoir financer les primes de nos salariés qui les méritent et qui n'ont fortement pas démérité pendant cette crise. Et ça me permet de rebondir sur un point. Depuis le début, on ne parle que des aides exceptionnelles. Comme toute la France et tous les secteurs, les crèches ont été aidées par des aides exceptionnelles. Mais il y a tous les secteurs de France, sauf la petite enfance, qui est en train de faire l'objet d'un plan de relance. Et nous, on n'est pas dedans. Pourquoi on n'est pas dedans ? Pourquoi est-ce que tout le monde réfléchit à la relance de l'économie et que côté CNAF, alors je sais, vous n'êtes pas nombreux, donc du coup on est encore sur la gestion des aides exceptionnelles, mais on devrait déjà être en train de réfléchir à la relance de la petite enfance. Ou alors quelqu'un a décidé que ce n'était pas la compétence de la CNAF et on nous laisse en parler avec l'État et être intégré dans le plan de l'État. Mais elles sont où les mesures de relance ? Parce que la réalité, c'est que si on n'a pas d'aide, la baisse d'activité, elle est effectivement énorme et on va tomber. Et on ne peut pas tomber. Pardon. Bon, avant qu'on passe à la troisième partie, parce que c'est une excellente ouverture vers la troisième partie, Elsa. Philippe Dupuis, une question pour la CEP ? Du coup, ça va couper là. Donc non, c'était juste pour signifier que d'abord, il y a c'est toujours un peu la difficulté, c'est que derrière, il y a des fois des associations qui ont des services administratifs qui sont importants et tout. Donc globalement, quand la CNAF essaye de garder la même logique, pour nous, c'est très très important. C'est des choses qui sont à garder et à conserver dans l'avenir. Donc ça, c'est pour nous, c'est très très important. Et puis après, à certains moments aussi, mais là, c'est cette capacité, alors là, c'est vrai que c'est la CNAF qui est en face de nous, cette capacité, puisqu'on a la particularité d'être en cofinancement et de mettre autour de la table tous les cofinanceurs. Et nous, on a plus, à l'heure actuelle, des retours aussi qui sont les partenaires, parce qu'a priori, du côté CNAF, du côté CAF, les financements sont assez assurés. Enfin, en tous les cas, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, c'est des cofinanceurs qui sont à côté et qui sont notre fameux tiers financeur dans notre modèle économique, quel que soit le gestionnaire. Et là, on a plus à l'heure actuelle du fait des communes, enfin en tous les cas moi pour un réseau qui est très attaché aux communes, beaucoup plus qu'aux entreprises. Donc voilà, on a plus à l'heure actuelle d'éléments de retour des collectivités qui sont en attente aussi de retour, d'éléments et le fait à un moment ou à un autre,
que tous les financements forfaitaires, j'appelle forfaitaire au sens où moi je parle aussi des forfaits autour des rames, des forfaits autour des... Enfin, tous les financements ont été maintenus. Et le contrat enfance notamment, et que on a du mal à voir en quoi, à certains moments, les partenaires, en tous les cas, cofinanceurs, sont assez frileux à certains moments pour nous renvoyer des messages. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est juste un commentaire. C'est-à-dire à quel moment on se retrouve tous autour de la table pour se dire que... Voilà. Après, moi, vous savez, on aurait aimé, parce qu'on sait que là, le dernier trimestre va être dur, le début 2021, ça va être très très dur, et qu'on aurait, en tous les cas, apprécié que l'aide qu'on avait mis en place, qui avait été mise en place sur mai, juin, juillet, soit pérenne, en fin de compte, en tous les cas, au sens de toute la phase de crise, j'ai l'impression jusqu'au mois l'été prochain, et du coup, ça aurait permis de mettre en perspective tout de suite. Et c'est ça qui fatigue beaucoup nos équipes, en tous les cas, les retours, je pense qu'on connaît. C'est le fait qu'on est de 15 jours en 15 jours, dire de mois en mois. Alors, c'est vrai que vous avez fait l'effort, vous, de dire, OK, on va jusqu'à fin décembre, mais on est vraiment là-dessus, à dire, au fait, dans quoi on s'inscrit dans la durée, et on a du mal. Je ne peux pas répondre à la place de Pauline Domingo, là, mais franchement, j'ai quand même le sentiment que pendant toute cette crise, on ne savait pas où on allait. OK, les décisions se prenaient de 15 jours en 15 jours, mais les médecins découvraient des choses de 15 jours en 15 jours. Je pense que personne n'avait idée qu'on en serait encore là. La deuxième vague, on en parlait de façon lointaine. Je ne veux pas prendre la défense de la CNAF, mais là, moi, je pense quand même que personne ne sait où on va, personne ne savait ce qu'allait devenir ce virus. Donc, c'était compliqué de prendre des décisions à long terme, me semble-t-il. Oui, et puis les consignes sanitaires ont évolué. Il a fallu aussi caler les aides aux consignes sanitaires. Vous avez évoqué la différence entre le guide qui a pu sortir fin septembre et le dernier, qui a permis de préciser la question de qu'est-ce que je fais d'un enfant qui a la fièvre, etc. Donc voilà, il a fallu aussi s'adapter à ces évolutions. Moi, je pense que toutes les questions, là, elles relèvent vraiment de votre troisième partie. De notre troisième partie sur la prospective. Alors, si je résume, Pauline Domingo, vous nous avez dit que les aides exceptionnelles n'ont pas vocation à régler des problèmes structurels de fond. Les gestionnaires, si j'ai bien compris, sont tous d'accord pour dire qu'il y a une vraie crise, indépendamment de la pandémie, qu'il y a une vraie désaffection des parents pour les crèches, que c'est très compliqué de gérer. Enfin, quand je dis une désaffection, c'est que beaucoup de crèches disent on ne fait pas le plein. Il y a moins de berceaux achetés par les entreprises, télétravail oblige, etc. Sans doute, je ne sais pas, ou crainte, ou manque de trésorerie aussi, parce qu'elles souffrent aussi. Donc voilà, on a l'impression qu'on est un peu dans l'impasse. Les gestionnaires vous disent on va mal, vous vous dites on fait ce qu'on peut, on gère l'urgence. Pour le reste, il faut voir. Et moi je dis il faut voir. Et en même temps je vous rappelle que la COGE qui se termine dans 2 ans, elle a prévu 30 000 places de crèche. On en est loin déjà, on est déjà très en retard. Je crois qu'on est à moins de 10% de l'objectif, autant que je me souvienne. Et avec la pandémie, ça ne va pas aider. Alors, vous dites, vous répondez quoi? Alors d'abord, je ne peux pas laisser dire qu'on gère juste l'urgence et qu'on ne se préoccupe pas de l'avenir. Aujourd'hui, on a aussi besoin d'y voir clair sur nos marges financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime à peu près, d'après les dernières prévisions, qu'on sera à moins 26% de dépenses sur la prestation de services uniques. Mais aujourd'hui, c'est un montant qui est quasiment équivalent aux aides exceptionnelles que l'on va verser. Donc, je pense que cette estimation, elle est peut-être, elle n'est pas définitive, puisque c'est quand même simplement à l'arrêté des comptes qu'on verra quelle est notre marge financière. Donc on est dans une phase où on documente et qu'on objective les difficultés du terrain
et on travaille avec le comité partenarial, on travaille avec nos propres services statistiques pour objectiver la situation, la baisse des inscrits, les baisses d'heures facturées, les baisses de fréquentation, et de l'autre côté, quelle est la marge financière qu'on a. Donc ça, on est en plein dedans et on a un plan de travail sur ce point. Et on a un plan de travail aussi pour faire des propositions, puisque, comme je vous l'ai dit, début mars, on commence à mettre sur la table des propositions. On est bien dans l'élaboration, aujourd'hui, de propositions pour l'avenir. Alors, ce qu'on met sur la table, c'est crainte du collectif, des parents qui vont peut-être préférer se retourner vers des plus petits collectifs d'accueil. Télétravail qui réduit les amplitudes les demandes d'accueil, chômage partiel, chômage tout court qui fait également des diminutions d'inscrits. Donc c'est tout le modèle économique des structures qui est interrogé. Donc oui, il faut se poser la question du modèle économique. On sait qu'il y a des propositions sur la table, et donc j'anticipe peut-être les questions, mais et si on refaisait 5 forfaits de PSU comme dans le 75 ? Why not ? Nous, on ne veut pas rentrer par outils financiers. Il faut se poser la question du modèle économique dans sa globalité. On a le modèle économique, le modèle de financement des CAF a beaucoup évolué sur les dernières années. La part du forfaitaire dans le financement de la CAF a largement augmenté. Et donc, il faut regarder le modèle de financement, pas outil par outil, c'est-à-dire pas regarder la PSU et puis le CEJ et puis le bonus. Non, notre stratégie, c'est plutôt de regarder la performance du modèle de financement, tout outil confondu. Donc, on croit beaucoup au fait qu'il y a besoin d'avoir une part de forfaitaire dans le financement de la structure, qu'il faut qu'elle soit combinée avec du financement à l'activité, puisqu'on ne peut pas se permettre non plus de financer des crèches vides. On en conviendra tous. Mais le tout est de trouver le bon équilibre. Donc oui, les travaux sur le modèle financier au regard peut-être du nouveau comportement des parents qui va s'inscrire dans la durée est interrogé. Vous avez beaucoup parlé du cofinancement. Donc oui, on est toujours qu'un partenaire financier. Globalement, dans certaines situations, on peut aller jusqu'à un financement à hauteur de 90% en comptant les participations familiales, mais on a toujours besoin d'un tiers financier. Alors, évidemment, les situations où on est à 90% sont quand même relativement rares, mais il en existe. On a des territoires, et notamment dans le secteur associatif, où on est à des très hauts niveaux de financement de ce type. Donc effectivement, aujourd'hui, on a aussi des financements qui nous sont donnés par la Convention d'objectifs et de gestion, qu'on a négociés, mais on a des financements qu'on n'arrive pas à dépenser parce qu'on n'arrive pas à trouver des partenaires financiers pour également relancer, créer des places. Aujourd'hui, la prévision sur les prévisions qu'on fait à date, c'est qu'on serait à entre 50% et 40% de l'objectif à horizon 2022. Donc 12 à 15 000 places, ce qu'Adrien Taquet, je crois, ce matin a annoncé devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée. On est aujourd'hui, donc en toute transparence, on en est là. C'est un objectif que l'on pilote. C'est-à-dire que on projette et on suit quasiment tous les 6 mois où est-ce qu'on en serait en 2022. Donc on voit que le décalage des élections municipales, la crise Covid, on a vu notre indicateur à 2022 diminuer comme ça sur les derniers mois. Et donc quelle réaction on peut avoir face à ça? En tout cas, il y a différentes réponses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les fonds
pour le faire. Ce que vous dites, c'est que vous êtes en capacité de financer. On a les fonds financiers. Mais il n'y a pas de projet. Mais il faut trouver des projets, il faut trouver des cofinancements, il faut trouver de l'investissement partenarial. Et puis, il y a peut-être une question, donc peut-être en forme de provocation, mais évidemment cet après-midi, j'ai pas la réponse. Faut-il créer de nouvelles places de crèche ? Alors, je dis ça, c'est vraiment de la provocation. Je suis la première. Moi, je crois énormément à l'objectif de 30 000. Le HCFEA indiquait dans des rapports récents qu'il en fallait 250 000. On en a négocié 30 000 et on se rend compte qu'on a du mal à aller au bout de cet objectif. Une étude récente de l'INSEE montre que globalement, alors je caricature aussi un peu, mais quand on crée des places de crèche, on vide des assistantes maternelles et qu'au fond, la création de places ne contribue pas tant que ça à l'emploi des femmes. Voilà, donc il y a mis en débat la question de quelle est la marge, quels sont les besoins. Donc moi, il y a un peu pour nous deux hypothèses à travailler si on veut faire de la prospective. Nous, on pense qu'il y a des vraies zones de tension, c'est-à-dire qu'il y a besoin de rééquilibrage territorial. Il y a des endroits en France où les bassins d'emploi sont dynamiques et il manque foncièrement de place. Donc ça c'est un premier point, et qu'aujourd'hui nos indicateurs de priorisation peuvent être interrogés de ce point de vue-là. Et puis, si on poursuit l'objectif de la stratégie pauvreté, qui est vraiment de travailler la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, eh bien là, on a sans doute un champ d'investigation et un levier de création de places très important. Mais voilà, c'est vraiment nos débats du moment pour aussi calibrer nos aides. Alors, juste avant de passer aux questions, est-ce que c'est le moment de répondre à la question de Karim Béchara sur est-ce que vous allez tenir compte pour déterminer les bonus mixité de la situation exceptionnelle qu'il y a eu quand il y a eu l'accueil notamment d'enfants de personnel. Oui. Oui, en fait, effectivement, c'est un effet qu'on n'avait pas anticipé, qui nous est remonté par le comité partenarial Petite Enfance. Donc, en fait, alors c'est un peu technique comme affaire, mais effectivement, pendant la période de confinement, des crèches ont accueilli gratuitement, on va dire, des CSP+, et que donc gratuitement. Donc, à ce moment-là, ça a plutôt eu l'effet d'augmenter le niveau du bonus mixité, puisque du coup, c'était des familles qui avaient 0 de participation familiale. Donc, pendant toute la période de confinement, ça a plutôt eu un effet à la hausse sur le bonus mixité. Mais sauf que quand, à la fin du confinement, ces familles qui avaient été accueillies gratuitement pendant la période de confinement sont souvent restées et ont continué à fréquenter la crèche au-delà. Et à partir du 11 mai, ces familles ont payé. Et donc, comme elles avaient des taux de elles avaient des niveaux de participation familiale élevés, là, ça a eu l'effet contraire. Ça a eu plutôt un effet à la baisse sur le bonus mixité. Donc, on voit bien que les mécanismes, ils sont compliqués. Un coup, ça a plutôt boosté le bonus mixité, un coup, ça l'a plutôt diminué, et quand même sur des situations bien spécifiques. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut regarder. On va les regarder précisément, mais je veux dire, faut pas faire une généralité. Il y a beaucoup de structures qui vont, à l'inverse, plutôt voir leur bonus mixité augmenter. Du fait de la période de confinement. Donc il faudra regarder au cas par cas, et je pense que les CAF, on pourra avoir l'intelligence de regarder les cas vraiment très atypiques, parce qu'il y en aura, comme je le dis, la moyenne fait qu'on passe à côté de situations atypiques, mais je pense qu'on a la capacité à les regarder plus finement, dans un dialogue intelligent avec la CAF. Annick Bouquet de l'AMF. Oui, alors je suis d'accord avec vous que les besoins ne sont pas les mêmes
en fonction des territoires. Moi, je sais qu'à Versailles, j'ai une liste d'attente conséquente. Par contre, je vais vous faire une petite proposition. J'ai eu des établissements qui ont été ouverts pendant le Covid, ma plus grande crèche et ma crèche familiale. Et la crèche familiale a fonctionné superbement et elle continue à fonctionner superbement. Je n'ai aucun souci sur ma crèche familiale. Mais comme toute ville, nous diminuons notre crèche familiale parce que c'est là où on est le moins aidé financièrement et c'est un coût élevé. Par contre, quand vous avez parlé du plan pauvreté, moi je co-anime le plan pauvreté groupe 1 petite enfance. Et d'ailleurs, j'ai lancé l'idée, je pense que vous avez eu d'avoir des échos sur cette crèche familiale à VIP adaptée. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ce sujet parce que je pense que, comme vous dites, il y a peut-être des parents qui vont, suite à cette crise sanitaire, vont peut-être avoir moins envie de mettre leur enfant dans le collectif. C'est pour ça qu'il faut avoir une véritable réflexion parce que on a senti déjà auparavant que la demande des parents commençait un peu à être différente. Cette crise sanitaire a accentué, on a vu que leur demande n'était plus vraiment la même. Il y a peut-être une véritable réflexion et ne pas mettre de côté cette histoire peut-être de crèche familiale, comme vous le savez, qui est en forte diminution parce que pour les villes, c'est un coût élevé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour les maintenir, voire les augmenter ? Peut-être sur les crèches familiales, donc effectivement, c'est une difficulté. Enfin, voilà, c'est un secteur qui est compliqué. Ça fait maintenant des années que des places se ferment sur le secteur des crèches familiales. Environ 40% des fermetures chaque année sont le fait de crèches familiales. Donc, effectivement, la baisse d'agrément, elle est continue. Donc, c'est des structures. Alors, donc, sans doute, il faut regarder le coût, mais il y a aussi une question d'attractivité. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal de structures. Nous, le bilan qu'on en fait, c'est que les assistantes maternelles se tournent vers d'autres formes d'exercice de la profession. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, dans le rétex qu'on fait de la crise, on souhaite aussi soutenir davantage l'accueil individuel et les formes d'accueil en plus petits groupes. Donc, les crèches familiales sont dans le scope des mesures qui pourraient sans doute être proposées. De même que le soutien à des formes d'exercice en MAM, par exemple. On a aidé les MAM pendant la crise et donc il pourrait y avoir des perspectives pour soutenir également ce secteur. Mais entendu sur les crèches familiales. Oui. Et j'ajouterais que les crèches familiales, beaucoup d'experts petite enfance, psychologues considèrent que c'est un mode d'accueil très équilibré et à encourager, notamment la première année. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est face à des structures qui sont en perte de vitesse de manière structurelle depuis longtemps. Et donc, malgré l'accord, le consensus sur l'intérêt de ces structures qui déchargent le parent de la fonction d'employeur, qui offrent des temps collectifs et de l'individuel chez l'assistante maternelle. Donc, on a l'impression qu'on a vraiment tous les ingrédients pour que ça marche et on est sur des structures qui vraiment structurellement sont en perte de vitesse. Alors peut-être pour des raisons financières, mais aussi de désaffection des assistantes maternelles. Et le fait que c'est pas si simple aussi pour une collectivité de salarier des assistantes maternelles. Voilà, toutes les villes sont pas dans votre situation. Encore une ou deux questions et le temps sera écoulé. Oui. Hervé pour la FFEC. Alors j'entends que pour la relance, on ne faut pas rentrer par outil financier, mais qu'il faut faire de la réflexion pour réinterroger le modèle. Ça prend toujours beaucoup de temps, la réflexion, en fait. Et la relance, c'est maintenant. Et on n'a pas le temps d'attendre que la réflexion elle aboutisse pour une réinterrogation du modèle en 2020, pour la COGE 2023-2028. Et donc, si on ne fait rien maintenant, mais peut-être que c'est ça qui est déjà décidé. Je veux dire, le ministre il nous annonce ce matin qu'il y aura qu'entre 12 000 et 15 000 places sur les 30 000, comme s'il y avait déjà le renoncement qui était fait et que ce n'était pas grave, on ne tiendrait pas les objectifs. Alors, je ne tomberai pas dans le piège, mais quand même un peu et pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de places de crèche ? Le HCFEA ne disait pas 230 000 places de crèche, il disait 230 000 solutions d'accueil. Et quand il manque 230 000 solutions d'accueil, il peut y avoir 30 000 places de crèche. La COGE, c'était aussi de développer l'accueil individuel parce que les asthmates, elles le disent elles-mêmes, elles sont quand même très nombreuses à partir à la retraite dans les 5 prochaines années. Qu'on a quand même encore beaucoup de congés parentaux qu'on peut considérer forcés, au mépris total de l'égalité femmes-hommes,
Et en tant que gestionnaire professionnel de la petite enfance, on ne peut quand même pas continuer à laisser s'installer cette idée qui s'installe depuis des semaines, des mois, depuis le début du confinement, que le télétravail avec des jeunes enfants, c'est possible. Non, le télétravail avec des jeunes enfants, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible, c'est pas bon pour les jeunes enfants, c'est pas bon pour les parents, c'est pas bon pour le fonctionnement de la famille. Et tout ce discours de dire finalement on a peut-être besoin de pas plus de places de crèche, finalement il faut peut-être laisser faire, finalement il faut peut-être renoncer, finalement les parents ont modifié leur comportement et c'est très bien, alors que on subit tous, je crois, dans nos crèches la même baisse d'activité, c'est-à-dire 2 heures par jour. Les parents, parce qu'ils sont en télétravail, économisent le temps de trajet domicile-travail. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, cette baisse d'activité-là, il faut la prendre en compte. Nous, on est persuadés, vous le savez, que effectivement, les 5 forfaits de la PSU de la CAF Paris sont très intéressants pour prendre en compte cette baisse-là d'activité. Mais l'autre baisse d'activité plus globale des parents et des employeurs qui envoient ce message-là à leurs salariés, que le télétravail est compatible avec l'accueil de jeunes enfants, non, il est de la responsabilité de la branche famille de rappeler et de l'ensemble des autorités que non, c'est pas compatible. Et ça, on peut pas l'accompagner. C'est pas possible. Non, mais on peut qu'être d'accord. Moi, je dis absolument pas que c'est un renoncement. On garde le cap du 30 000 places et de se donner les moyens. Aujourd'hui, on travaille sur, disons, 2 grands axes. On croit encore que les incitations financières peuvent débloquer des situations. Et donc, on travaille à des incitations, des propositions aujourd'hui d'incitations financières supplémentaires en investissement, en fonctionnement. Voilà, mais il faut simuler, il faut chiffrer, il faut regarder la faisabilité et la faisabilité dans un dialogue de gestion à la fois avec notre tutelle et notre conseil d'administration. Donc voilà, un process de décision, mais sur lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on croit que des incitations financières supplémentaires peuvent contribuer à améliorer le chiffre de 12 à 15 000 annoncé ce matin par notre ministre. Et puis, on croit aussi beaucoup au fait qu'il y a besoin de davantage d'accompagnement, d'ingénierie pour accélérer la création de places, pour accompagner les porteurs de projets. Les CAF ont une expertise forte sur l'ingénierie financière. On croit qu'on a besoin collectivement, alors sans doute avec l'appui des têtes de réseau qui ont une expertise importante sur les volets pédagogiques notamment, on a besoin de construire des pôles d'expertise pour accompagner les porteurs de projets. Donc, dans le plan d'action qu'on est en train de travailler, mais rien d'arbitré, on va dire, à ce stade, c'est de continuer à mixer des incitations financières supplémentaires, si on le peut, dans le cadre de notre enveloppe budgétaire, et peut-être mettre davantage de force sur l'accompagnement en ingénierie, en méthodologie, sur l'accompagnement sur l'expertise juridique, sur l'expertise bâtimentaire, sur l'expertise financière, bien entendu, mais également l'expertise pédagogique. Et peut-être 5e chantier d'expertise, l'expertise de connaissances territoriales. C'est-à-dire qu'on pense que les CAF sont assis sur une mine d'informations et on pourrait davantage s'en servir pour mieux cibler, prioriser et travailler avec les porteurs de projets la nécessité d'implanter des nouveaux projets ici ou là sur le territoire. Donc voilà un peu comment on travaille à ce plan de relance. Mais on a besoin effectivement à la fois de porteurs de projets et de cofinancement. Et donc ça reste un challenge. On s'arrête là. Moi qui ai une dernière question, parce que là on déborde. Allez-y, Karim Bechara. Non, mais pour réagir du coup à ce que vous dites,
pour réagir aussi à votre provocation, je pense qu'elle est intéressante, votre provocation, parce que la question, elle se pose dans certains quartiers, dans certaines villes, et donc elle a le mérite d'être posée, elle est intéressante. Après, moi, je suis convaincu, et on est tous convaincus au sein d'Accent et de COP Petite Enfance, que la problématique, elle est davantage une question de territorialité, d'implantation territoriale et de réflexion territoriale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des plans quinquennaux qui soient inamovibles, avec notamment une logique de bonification, notamment à l'investissement, des places qui ne bougent pas pendant cette période, parce que du coup, en fait, il se passe des choses pendant cette période-là, et on le voit dans certains arrondissements de Paris, on le voit, mais ailleurs également. Il y a une surdensité de crèches dans certains quartiers, notamment aussi du fait de l'implantation des micro-crèches qui sont implantées parfois dans certains quartiers de manière un peu anarchique, parce que c'était pas piloté, c'était pas structuré, et du coup, elles se retrouvent aujourd'hui dans une situation où finalement elles sont en concurrence les unes avec les autres, ce qui est complètement aberrant, quoi. Donc il y a un vrai sujet par rapport à ça, et ça là-dessus, effectivement, les CAF locales ont une visibilité des zones d'implantation et donc sont davantage en capacité de piloter cette notion-là. Je pense que votre réflexion sur l'accompagnement des porteurs de projets en s'appuyant sur les têtes de réseau, moi j'irais plus loin. Il y a peut-être aussi une réflexion à avoir en termes de labellisation d'accompagnement pour peut-être aussi contrer ces logiques de franchise qui se mettent en place, qui viennent se faire financer finalement par les fonds de la CAF en réalité, parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, parce que les porteurs de projets leur reversent après des fonds qui sont octroyés au titre de l'investissement, alors qu'il y a un vrai savoir-faire d'accompagnement dans un certain nombre de réseaux dont font partie l'ACED, dont font partie COP Petite Enfance également, mais je suis sûr qu'au niveau de la FEC, il y a aussi une capacité d'accompagnement de ce point de vue-là, et qu'ils le font déjà. Il y a une vraie réflexion, je pense, à avoir sur l'accompagnement des porteurs de projets au niveau micro-local et à labelliser cet accompagnement pour qu'il ait une vraie structuration et que ça permette de répondre à un meilleur accompagnement des porteurs de projets pour des projets pérennes, parce qu'il y a aussi cette notion-là qui est importante. Et puis, j'ajouterais juste dans l'expertise, les champs d'expertise que vous avez mentionnés, l'expertise aussi ressources humaines, ce qui me permet de faire le lien avec la problématique qui, par contre, là, pour le coup, est un vrai sujet de préoccupation pour tous les gestionnaires, privés ou publics ou associatifs et autres, qui est le sujet de la formation des agents petite enfance, parce que on parle de créer des places, mais on n'a toujours pas résolu le problème de comment on va faire pour avoir des professionnels petite enfance. Je sais que tout est dans tout, mais là, on déborde trop, là, et on s'arrête. Merci. Mais c'était finalement, lors de chaque session, la question du personnel, de la formation, du manque de personnel arrive enfin. C'est le signe qu'il faut s'arrêter, je crois. En tout cas, merci beaucoup pour la richesse des échanges, des idées, des propositions. Merci Pauline Domingo d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et à quand le plan de relance ?